Un plaisir renouvelé de vous retrouver pour le journal du soir. Bienvenue à tous, voici les titres. Ce 28 novembre, on célèbre la journée mondiale sans achat, une journée qui offre l'occasion de s'interroger sur les valeurs que nous défendons face à la surconsommation. Et puis elles sont nombreuses, ces âmes qui ont pour milieu de vie les rues, les décharges publiques ou encore les ponts des grandes villes. Les enfants de rue dont les droits se retrouvent parfois bafoués. Enfin, nous parlerons du conte, cet art qui relate des récits dans le but d'instruire ou de distraire ceux qui écoutent. Et même s'il est aujourd'hui en voie de disparition, le conte occupe encore une place importante. Aujourd'hui, 28 novembre, il est conseillé de ne faire aucun achat afin de célébrer la journée mondiale sans achat, célébrée justement aujourd'hui. C'est une journée qui nous offre l'occasion de nous interroger sur les valeurs que nous défendons face à la surconsommation et à ses conséquences. Mais au Bénin, ou plutôt les Béninois, peuvent-ils, se passer d'une journée sans faire des achats? Lucrèce Amoussoui et Cynthia Ouessou ont promené leur micro dans la ville de Cotonou. Voici quelques avis recueillis. Non, je ne peux pas, parce que j'ai des besoins. La preuve en est, je viens d'acheter du crédit tout à l'heure. Non, je ne pense pas pouvoir le faire. J'aurais besoin de beaucoup de choses, par exemple les unités pour les appels, des forfaits internet pour me connecter et toute autre chose quand même. Bon, franchement, non, je ne peux pas passer une journée sans rien acheter parce que le soir, par exemple, je dois aller à la gare, donc il me faut du carburant. Et durant la journée, je dois aussi manger. Donc, c'est vraiment important de faire des achats dans la journée. Je crois qu'il n'y a pas cette personne qui peut passer une journée sans dire « je ne vais pas manger ». En dépit de ça aussi, il y a le déplacement. Je crois que pour celui qui a un moyen de déplacement, pour se déplacer, il faut la carburation, il faut assurer aussi la carburation. En tout cas, chaque être humain a des besoins et je pense que ces besoins doivent être faits chaque jour. Ça serait vraiment difficile de passer une journée sans acheter quoi que ce soit. Ça serait vraiment difficile. Oui, parce que les besoins sont là, les besoins sont énormes. Vous voyez, donc on est obligé de dépenser au jour le jour. De nos jours, l'homme a toujours des besoins. L'homme sent toujours l'envie de faire quelque chose, de se déplacer. Ou même à la maison, on doit manger, donc on doit acheter. Même si il y a les trucs là, il faut préparer, il faut forcément acheter quelque chose. S'il faut faire des transactions en ligne, il faut payer. Donc là, on ne peut pas rester toute une journée, 24 heures sans payer quelque chose. Et s'il est difficile de passer une journée sans faire des achats, il n'est pas rare par contre de voir dans les rues des enfants abandonnés ou des orphelins déambuler. En rupture avec leur milieu familial, ces enfants finissent par dormir dans des endroits très inappropriés. On estime aujourd'hui à environ 120 millions le nombre d'enfants dans le monde qui vivent encore dans les rues. Suivons cet élément de Rodrigue Babagbeto sur le sujet. Je refusais en ce temps que je ne veux pas, carrément que je ne veux pas rester avec mon père. Donc à cause de ça, j'ai encore fui mon père. Le temps se fait très dur quand il parle de son père. C'est à ses 6 ans que ce jeune garçon quitte le domicile parental pour la rue à la recherche de l'amour maternel. Avant, j'étais avec mon père et ma mère. Et à un moment donné, c'est pas ce qui s'est arrivé. Ma mère, mon père et elle se sont battus. Et elle a quitté la maison. Donc, elle disait que j'irai la trouver quoi. Mais cet amour recherché ne va pas se laisser trouver. Il laisse place à une dose de souffrance prématurée. Je vivais dans le marché Wando à Porte-Novo. Je commandais, il y a les bonnes dames, je ramassais les affaires. Si j'achète, certains j'achète, je peux transporter ça. Il y a un temps, on commence par dormir dans le vent ici. Et très tôt le matin, on cherche des ferrailles. Si on trouve les choses de quelqu'un, on le prend. Seulement, on vole, on vendait pour manger. Si quelqu'un me jette cruel, j'avais tout le temps envie de me battre. Dans ce foyer où les enfants en situation de rue sont recueillis, cette histoire est presque commune. La plupart du temps, ceux qui sont dans la rue, ils sont soit dans les marchés pour aider les bonnes dames de quoi trouver quelques sous pour régler leurs besoins.
Et soit ils sont sur les dépotoirs d'ordures à chercher de la ferraille à vendre, c'est leur principale activité d'ailleurs, et ce qu'ils font pour vraiment trouver de quoi subvenir à leurs besoins. C'est des enfants qui n'ont pas appris aussi à se pardonner, et c'est de l'agressivité qui les caractérise. Le foyer va périodiquement à la quête de ces mineurs qui ont pour milieu de vie et de survie les rues, avec pour seul but leur donner un projet de vie et les réintégrer dans leurs différentes familles. Malheureusement, le processus de réintégration familiale ne se déroule pas toujours comme convenu. Lorsqu'on a les coordonnées, ça facilite les enquêtes sociales à l'endroit des parents pour faire de la médiation afin que l'enfant puisse retourner à la maison. Et cette médiation, il faut l'adhésion à la fois de l'enfant et du parent. Et lorsque l'enfant n'est pas prêt pour le retour à la maison, vous ne pouvez pas forcer, il faut trouver les moyens et attendre le moment où il sera prêt pour le retour à la maison. Sinon, vous forcez, il retourne à la maison, il fugue à nouveau. L'idéal, c'est que les parents jouent véritablement leur rôle et prennent leurs responsabilités pour qu'on n'ait pas les enfants dans la rue. Tous les enfants, en situation de rue ou non, ont les mêmes droits et il urge que chacun joue sa partition afin qu'ils en jouissent entièrement. Et voilà, qui est bien dit. Parlons à présent de l'herpès, cette maladie contagieuse qui se transmet par contact buccal ou sexuel. L'OMS estime aujourd'hui que près de 500 millions de personnes dans le monde seraient atteintes d'herpès génital. Heureusement, des traitements existent pour prévenir le mal. L'herpès, une maladie extrêmement contagieuse dont on parle très peu et qui tue silencieusement. L'Organisation mondiale de la santé affirme que 3,7 milliards de personnes de moins de 50 ans, soit 67% de la population mondiale, seraient infectées par le virus de l'herpès. Une infection qui se transmet par contact buccal ou sexuel. Lorsqu'on parle de l'herpès, il s'agit d'une érosion de la peau, douloureuse et inconfortable. Lorsqu'il apparaît au niveau des lèvres, on parle d'herpès labial, le plus courant, connu en tant que bouton de fièvre ou bouton d'herpès. Il peut très vite affecter le reste du visage. Au niveau des organes génitaux, l'herpès génital représente la première maladie sexuellement transmissible dans plusieurs pays. Un rapport sexuel mettant en contact la bouche avec le sexe peut être à l'origine d'une transmission du virus de l'herpès labial. Pour prévenir l'herpès, il existe plusieurs solutions. Il est notamment important de se laver les mains et de faire attention à changer régulièrement sa brosse à dents. Le linge de toilette peut également être aussi un facteur de transmission. Toutefois, des médicaments antiviraux aident à réduire la gravité et la fréquence des symptômes, mais ne peuvent pas guérir l'infection. Les traitements possibles pour l'herpès sont les pommades antivirales pour empêcher le virus de proliférer et ainsi réduire les douleurs. Il est nécessaire d'informer la population sur ce virus tout en luttant contre les tabous qui y sont associés. Et on change de registre pour parler du conte, ce moyen à travers lequel l'on peut transmettre des sentiments et des émotions. Jadis utilisé pour se divertir tout en éduquant, l'oratoire au service du conte tend aujourd'hui à disparaître. Boris Agossadou revient ici sur le rôle et la place des arts de l'oralité au sein de la société. Les arts oratoires, c'est tout ce qui est en rapport au récit, à la voix. C'est l'art de communiquer, de transmettre, n'est-ce pas, une conviction, une idée, à travers la voix, à travers les gestes, à travers les émotions. Après, la colonisation faisant son chemin, Senghor
principalement, et toute une catégorie d'écrivains ont connu l'écriture. Et ceux-là étaient les pionniers de la vraie oralité. Parce que c'est eux qui ont transcrit. C'est eux qui ont remis ce que les anciens disaient. Voilà, c'est eux qui ont mis ça dans des bouquins. Le rôle de l'art oratoire, c'est comme tout art. C'est de changer des comportements, n'est-ce pas? De décider, de permettre, n'est-ce pas, à ceux qui peuvent décider de décider. C'est de développer, c'est de changer, n'est-ce pas, des méthodes de vie, des comportements de vie, d'adopter des bonnes pratiques. Ils ont toujours à la fin ou au début une leçon de morale. Une leçon de morale. Et quand vous écoutez vous suivez cette leçon, alors là, vous changez. Au moins, vous vous rappelez qu'il y a telle chose qui a été dite à un moment donné par tel orateur. Le conteur, sur des faits de société, peut se décider, n'est-ce pas, de parler, par exemple, de ceux qui brûlent le feu, ou ceux qui ne s'arrêtent pas au feu, voilà, vous comprenez, ceux qui urinent en pleine rue. Vous voyez, ceux qui... Voilà. Donc, forcément, ceux qui s'y intéressent et s'y collent changent. Hors de nos frontières, direction le Kenya. Ce pays a enregistré une augmentation des violences contre les femmes depuis le début de la pandémie de Covid-19. Et même si ces derniers mois, le gouvernement kenyan a voté beaucoup de lois, eh bien les Kenyanes ont encore du mal à trouver de l'aide. Suivons ici le reportage de nos confrères de France 24. Merci d'appeler aussi Kimie. Chaque jour, Maureen reçoit jusqu'à 150 appels de femmes en détresse. Son organisation soutient les victimes de violences liées au genre. Tout ça, ce sont les appels du mois de septembre jusqu'à la mi-novembre. Une étude kenyane montre que les violences conjugales ont augmenté de 92% dans le pays depuis le début de la pandémie de Covid. Les victimes ont besoin d'une aide urgente. L'ONG peut la fournir. La première chose à faire, c'est d'envoyer la victime à l'hôpital pour qu'elle puisse être soignée. Une fois reçue, elle recevra un soutien psychologique. Sans ce type d'organisation, les femmes victimes de violences n'auraient nulle part où aller. Cette année, l'ONG en a secouru plus de 450. Brenda est mère de 3 enfants. Elle a été battue par son mari. Elle a reçu de l'aide et des conseils dans ce refuge géré par l'association. La plupart des femmes ne savent pas où elles peuvent trouver de l'aide. Si j'avais su que je pouvais l'obtenir ici, je serais peut-être partie depuis longtemps. Peut-être qu'on m'aurait aidé à me remettre sur pied et que je serais dans une bien meilleure situation qu'aujourd'hui. Mais ces organisations sont débordées. En novembre, une loi a été votée pour créer des refuges gérés par le gouvernement dans Nairobi. Les spécialistes espèrent que la loi sera suivie des faits. De nombreux comtés ont adopté des lois ou des projets de loi sur les violences sexuelles et sexistes. Ils font quelques efforts en ce sens et puis ils s'arrêtent. Si vous regardez leur programme et leur budget, il n'y a pas d'effort pour les financer de la même manière que pour les infrastructures d'éducation, de santé ou de routes. Pour réduire les violences contre les femmes et mettre en œuvre ces projets, le gouvernement s'est engagé à investir 23 millions de dollars dans cette lutte d'ici 2022. Et c'est tout pour cette édition à retrouver sur le www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. Le programme se poursuit sur Bénin Business 24.